Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour répondre à la question, la fameuse question, est-ce que c'est la fin des altcoins? Dans le sens où, est-ce qu'on va vraiment avoir une saison des altcoins comme on a pu en avoir sur les précédents cycles? Là, on voit qu'il y a des facteurs qui sont différents puisqu'on a l'arrivée des ETF et on a d'autres éléments également que je vais aborder dans cette vidéo. Donc la structure va être la suivante, on va voir dans un premier temps une analyse de Bitcoin, on va faire un petit update par rapport à la dernière vidéo et ensuite on va voir les différents points qui m'amènent à penser que on pourrait ne pas avoir de saison des altcoins ou tout du moins vraiment pas tout de suite et pas dans les prochains mois mais dans beaucoup plus longtemps. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, pense bien à mettre un like, à commenter cette vidéo et à me dire ce que t'en penses. Et pense également à t'abonner à la chaîne YouTube. Et pour me retrouver sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description de la vidéo. Allez, sans plus tarder, on est parti. Donc pour ce qui est de l'analyse de Bitcoin, on va faire quelque chose de très simple puisque, bon, comme vous le savez, on en avait déjà parlé plusieurs fois, on a fait plusieurs updates, mais c'est intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc pour rappel, comme je vous le disais la dernière fois dans la dernière vidéo, cette structure-là était très corrective sur Bitcoin, ici, donc cette structure dont on avait déjà parlé, impulsion, correction, nouvelle impulsion, voilà, une vraie structure corrective qui fait penser à une sorte de bull flag, un drapeau haussier ou un canal haussier qui nous annonce vraiment une correction et une continuation haussière. On avait parlé de cette zone d'achat ici qui a fait donc deux réactions magnifiques au niveau du prix. Une première réaction ici, on était passé à l'époque de 59 000 $ à plus de 67, et une deuxième réaction ici qui nous a fait passer de 57 000 $ à actuellement 67 000 $. Donc deux belles réactions dans cette zone qui a pour le coup largement fait le travail. On s'était dit que si on cassait cette zone, on avait une forte probabilité de revenir chercher la deuxième. Pour le coup, cette zone n'a pas été cassée puisqu'on a continué de travailler à l'intérieur. Et ça a fait le travail. Maintenant, il faut faire attention à deux choses principalement, c'est que les zones qu'on avait ici à l'achat se sont transposées ici en zone de vente. Donc on a deux zones de vente qui sont matérialisées ici. J'explique pas comment je les ai déterminées, ça il faut prendre un coaching. Les liens sont dans la description si vous voulez en apprendre plus sur la méthode d'Elinvest. Et donc ici, si vous regardez au niveau des zones, on a une première zone de vente aux alentours des 71 000 $, donc toujours dans ce niveau de polarité qui est relativement important et dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et ensuite une deuxième zone ici de vente aux alentours des 76 77 000 $. En gros, vous voyez ici la zone, vous savez la marquer visuellement. Ces deux zones-là vont être extrêmement importantes, c'est-à-dire que c'est des zones qu'on va devoir passer si on veut aller chercher in fine notre zone de vente dont on a déjà parlé ici, la zone de vente en extension à 83 000 $. Donc il faut passer ces zones-là et c'est possible justement qu'on bloque à l'intérieur. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir de nouveau plus bas, mais il peut se passer des choses comme ça. On arrive dans la zone, on corrige et ensuite on réattaque la deuxième, on corrige à nouveau pour ensuite aller chercher la zone d'extension. Donc c'est des zones dans lesquelles, si vous avez acheté à l'intérieur de cette zone ici, aux alentours des 57, 58, 59, 60, c'est bien de prendre des profits dans cette zone, puis dans cette zone ici, puisque c'est là où la probabilité d'avoir un retracement de la part du prix est beaucoup plus forte. Sinon, au-delà de effectivement cette vision haussière et ces estimations pour les prochaines semaines avec ces deux zones, on voit que l'analyse qu'on avait faite, c'est parfaitement réalisé, c'est correctement réalisé, le plan s'est déroulé à la perfection et on valide bien du coup cette structure corrective. On va se mettre en weekly après, on va même se mettre en weekly maintenant pour voir ça. Vous voyez ici en weekly, on a vraiment eu plusieurs mèches de rejet à l'intérieur de cette zone, ici. Et ici, on a eu deux belles bougies en clôture ici qui étaient vraiment très très propres. Et là, cette bougie, alors c'est pas terminé, il reste encore 1 jour et 10 heures. Donc ça sera dans la nuit de dimanche à lundi où on verra cette clôture weekly. Mais là, cette bougie qu'on a actuellement, donc cette bougie de la semaine du 13 mai est vraiment magnifique. Si on clôture comme ça, c'est vraiment un gros signal haussier. Donc ça, c'est très positif. On se met rapidement sur l'oscillateur. Au niveau de l'oscillateur, on était repassé en dessous du niveau des 70. Donc en dessous du niveau de surachat, on était venu sur un niveau beaucoup plus sain. On avait vraiment corrigé tout cet excès haussier qu'on avait mis en place sur tout le début d'année. Donc ça, c'est plutôt positif. Si on se met en daily, on verra également qu'on a bien corrigé tout ce mouvement. Vous voyez ici, on était même repassé, comme on l'avait précisé la dernière fois, on était même repassé en dessous de la zone de neutralité des 50, du niveau de neutralité des 50. Donc on était passé quasiment sur un marché baissier, entre guillemets, même si ça reste que correctif. Mais en daily, on a bien imprimé des nouveaux plus bas.
Donc on a vraiment marqué une vraie correction, une belle correction, comme on en avait besoin pour pouvoir assainir la structure. Et là vous voyez qu'au niveau de l'oscillateur en daily, on est repassé au-dessus de la zone de neutralité des 50, du niveau de neutralité des 50, et donc on est repassé à nouveau sur une structure haussière. Donc cette clôture ici, weekly, est à surveiller dans la nuit de dimanche à lundi. Il va falloir surveiller ça très sérieusement parce que si on clôture comme ça, voire encore plus haut, c'est vraiment un signal extrêmement positif. Et pareil, cette clôture mensuelle, alors pour l'instant, il reste encore du temps, on n'est que à la moitié du mois de mai, mais cette clôture mensuelle aussi va être importante à suivre parce que si on arrive à ravaler tout ou partie de la bougie précédente, là effectivement, c'est un point extrêmement positif, c'est un signal extrêmement bullish et on pourrait très rapidement se retrouver dans la zone d'extension des 83 000 $. Maintenant on poursuit dans la suite de cette vidéo, il y a un point vraiment essentiel que je voudrais vous montrer ici, c'est la Bitcoin dominance et c'est un des arguments de pourquoi je pense que on n'est pas prêt d'avoir une altcoin season. Alors ici je suis passé en monthly et quand on regarde la Bitcoin dominance en monthly, on voit qu'on est à l'approche des 56-57% de dominance, ce qui reste énorme pour Bitcoin puisque 56-57% de dominance, ça veut dire que la market cap de Bitcoin représente 56 à 57% de la market cap globale des cryptos. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment une place extrêmement importante et que globalement il cannibalise tous les autres projets. Il laisse assez peu de place et assez peu de possibilités pour les autres projets de driver, d'attirer de la liquidité. Ce qui est totalement normal dans un premier temps, mais c'est vrai que là en fait c'est davantage augmenté par les ETF qui poussent encore plus les utilisateurs et les investisseurs à se positionner sur Bitcoin et pas sur les altcoins. Et tant qu'on aura une Bitcoin dominance entre 50 et 60%, on aura une grosse difficulté d'avoir une altcoin season, parce que pour avoir une altcoin season, il faut certes qu'il y ait des nouveaux flux entrants, mais il faut aussi que les flux présents se déversent de Bitcoin vers les altcoins. Dans un premier temps de Bitcoin vers Ethereum, et puis ensuite de Bitcoin et Ethereum vers les altcoins, donc les large cap, les low cap, etc., même les middle cap. Et donc pour l'instant, on n'est absolument pas dans ce cas de figure. Donc en fait, il nous faut limite une Bitcoin dominance qui retourne aux alentours des 50%, voire en dessous, pour pouvoir avoir une vraie altcoin season qui se mettrait en place à ce moment-là. Donc c'est important de surveiller la Bitcoin dominance que vous pouvez trouver facilement sur TradingView parce que pour moi ça va être vraiment le déclencheur de l'Ethereum season et de la altcoin season, comme à peu près dans tous les cycles, mais là encore plus parce qu'on a vraiment cette narrative des ETF qui nous tourne au-dessus de la tête et qui, on va dire, cannibalise un petit peu les liquidités de l'ensemble de l'écosystème crypto vers Bitcoin, ce qui est encore une fois tout à fait normal. Et si vous regardez, Bitcoin est repassé au-dessus des 50% de dominance en octobre 2023, et depuis on est resté au-dessus. On a eu un petit excès baissier là, on est repassé légèrement en dessous des 50, même pas, parce que vous regardez que la mèche ici était à 50,93%, donc on est vraiment resté au-dessus depuis octobre 2023. Donc globalement, ça fait 8 mois que Bitcoin est au-dessus de 50% de dominance et il n'est pas prêt pour l'instant de descendre en dessous. Deuxième point qui me laisse à penser qu'on n'est pas encore sur une altcoin season et qu'on n'est pas prêt d'en avoir une maintenant, c'est que quand on regarde l'IBIT de BlackRock, donc l'ETF proposé par BlackRock qui s'appelle l'IBIT, et bien vous voyez qu'on est sur une structure corrective et la structure corrective nous annonce encore de l'achat. C'est-à-dire que techniquement ici, si on regarde l'aspect technique, mais si vous regardez aussi l'aspect fondamental, faites un peu vos recherches, vous verrez que c'est également le cas. Il y a de plus en plus de fonds, de banques, de gros investisseurs qui se positionnent sur l'IBIT de BlackRock et donc automatiquement ça augmente la demande et ça contribue entre guillemets à augmenter la demande de Bitcoin. Et pas d'altcoin, pas d'Ethereum, etc. Ici en plus la structure est très corrective, donc ça nous annonce très clairement une cassure du précédent plus haut pour aller chercher de nouveaux plus hauts, des plus hauts historiques au niveau de l'IBIT de BlackRock. Et donc ça veut dire que tant que l'IBIT, l'ETF de BlackRock continue de faire des ATH et continue d'avoir une demande constante et importante, plus ça va être difficile que ces liquidités-là se retrouvent sur les altcoins puisqu'elles vont privilégier du coup Bitcoin via l'ETF, mais peu importe que ce soit via l'ETF ou via du spot ou via des produits futurs, ça reste quand même une concentration des liquidités vers Bitcoin et pas vers les autres projets. À mon sens, ça sera intéressant quand on va commencer à voir des signes d'essoufflement sur les BIT de BlackRock, quand on va commencer à voir que effectivement le plus gros des liquidités sont déjà arrivés sur l'ETF en question. À ce moment-là, on pourra dire ok, il y a un essoufflement qui se met en place, peut-être que ces liquidités vont sortir d'une certaine manière pour pouvoir ensuite se déverser sur les altcoins. Mais encore une fois, ça reste que théorique parce que ce qu'on voit actuellement, c'est que les liquidités sont drivées par Bitcoin et pas par les autres projets. Et puis dernier argument, dernier point que je voudrais énoncer, c'est cette fameuse folie autour des meme coins. Si vous regardez bien, j'en ai pris un pour faire l'exemple, c'est le PP Coin
que vous connaissez tous. Il y en a beaucoup d'autres actuellement, on parle de Bonk, Shiba, Doge qui sont extrêmement connus. Il y a le Dog with Hat également. Bref, vous les connaissez pour la plupart. Et le problème, c'est que ces mêmes coins cannibalisent aussi une grosse partie de la liquidité, puisque celui que vous voyez à l'écran, le PP, comptabilise à lui-même 4 milliards de dollars de market cap. Donc c'est 4 milliards de dollars qui ne vont pas dans d'autres projets pour aller valoriser d'autres projets. Je pense peut-être à du Link, à du Solana, à du Avax, à de l'Atom, peu importe. C'est 4 milliards qui vont dans un projet, même coin, shitcoin, qui n'a donc aucune valeur, aucun fondement. Et si on réunit l'ensemble de la market cap accumulée par ces projets-là, les quelques projets que j'ai cités, je pense qu'on est largement entre 10 à 20 milliards de market cap. Donc ce qui est quand même assez important. Et le problème étant que plus ces projets-là vont attirer de la market cap, plus ces projets-là vont attirer des investisseurs, des spéculateurs, des retail, peu importe, eh bien moins on va avoir de liquidité présente pour d'autres projets. Et déjà que la liquidité a tendance à se diriger vers Bitcoin en priorité, notamment dû aux ETF et à la dominance de Bitcoin actuellement qui est beaucoup plus importante. Si en plus le peu de liquidité qu'on a pour les altcoins se dirige vers des projets comme ça, in fine ça limite encore plus les liquidités présentes sur les autres altcoins qui sont des bons projets, et ça limite aussi du coup l'amplitude et la variation que ces projets-là peuvent générer. À ça, il y a deux solutions principales. La première solution, ce serait une arrivée massive de nouveaux capitaux qui pourraient donc se déverser vers d'autres altcoins, globalement les projets du top 100, top 200, et donc générer de nouveaux plus hauts. Soit il va falloir un recentrage de la part des utilisateurs de la market cap qui est dans ces mêmes coins vers de bons projets ou de nouveaux projets, tout du moins des projets qui ont un sens. Et dans ce cas-là, on pourrait du coup avoir de nouvelles liquidités qui viendraient faire exploser ces bons projets et générer des nouveaux plus hauts dessus. Alors la question qu'on peut se poser effectivement, c'est sûr qu'au dernier cycle, on avait de la spéculation sur les mêmes coins. Sauf que la spéculation sur les mêmes coins au dernier cycle, elle est arrivée vers la fin. C'est vraiment vers la fin du dernier bull run qu'on a vu l'apparition des Shiba et l'explosion du Dogecoin. Et ils n'étaient pas aussi nombreux. On n'en avait que quelques-uns, où la plupart étaient globalement suiveurs de Dogecoin et Shiba, et les deux plus gros c'était Shiba et Dogecoin. Là on en a vraiment de plus en plus, des projets qui sont de plus en plus gros, qui drivent de plus en plus de market cap, et forcément ça pose problème quand vous commencez à avoir beaucoup de meme coins, de shitcoins qui se retrouvent dans le top 100, voire même là quasiment dans le top 50, top 20 même, coin market cap. Et donc ça pour moi c'est le troisième facteur qui fait que tant qu'on n'aura pas de nouvelles liquidités, des gros afflux de liquidités, soit de la part de retail ou d'institutionnels, ou alors qu'on ait une sorte de recentrage du marché qui redirige les liquidités des mêmes coins vers des bons projets. Quand je parle de bons projets, c'est globalement les projets du top 100 qui répondent vraiment à un besoin, à une demande. Dans ces cas-là, pour moi, on n'aura pas d'altcoin season à proprement parler. Tout du moins, tant que Bitcoin est entre 50 et 60% de dominance. Évidemment, on peut avoir les deux qui se font, c'est-à-dire Bitcoin qui baisse au niveau de sa dominance, qui se rapproche des 50%, voire qui repasse en dessous, et en parallèle, de nouvelles liquidités qui arrivent, de nouveaux entrants sur le marché, et en parallèle, une redirection des liquidités du marché qui quitterait un petit peu les mêmes coins pour se diriger vers d'autres projets du top 100. Et là, effectivement, si on lit ces trois éléments ensemble, ça peut effectivement être le déclencheur et vraiment l'élément qui met le feu aux poudres et qui va faire vraiment exploser ce bull run et créer cette altcoin season. Donc voilà pour ma réflexion sur ce sujet-là. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais c'est vrai que je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a peu de personnes qui parlent de cette altcoin season et de la différence entre ce cycle-là et les cycles précédents. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est pas exactement la même chose qui se passe. Mais alors maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien pour moi, les deux choses principales à faire, c'est ne pas avoir tout son portefeuille en altcoin, ne pas avoir tout son portefeuille, surtout actuellement en low cap, mais justement de profiter de la dominance de Bitcoin et ensuite d'Ether, surtout quand Ether aura son ETF Ethereum Spot qui sera validé par la SEC. Potentiellement ce sera fin d'année, voire peut-être pendant l'été. Il faut donc profiter de cette dominance de Bitcoin et par la suite de celle d'Ether pour accumuler au maximum ces projets-là. Accumuler du Bitcoin, accumuler de l'Ether, qui de toute façon vont surperformer le marché. Quand ils auront donné une performance suffisamment importante, c'est vrai que bon, Bitcoin il est déjà sur une énorme performance puisque début 2023 on était aux alentours des 15, 16, 17 000 $. Aujourd'hui on est quasiment à 70, on est quasiment de retour à 70, donc on est déjà sur une grosse performance, pareil pour Ether, mais ils ont encore du potentiel à donner.
Donc profitez de ce potentiel. Et ensuite, quand on sera sur des niveaux vendeurs sur Bitcoin et Ether, donc par exemple Bitcoin, ça sera à 83 000, ensuite 100 000, etc. Là, à ce moment-là, on switchera les liquidités d'Ethereum et Bitcoin vers les altcoins. On en profitera pour regarder si la Bitcoin dominance est en train de baisser à ce moment-là, ce qui sera probablement le cas. Et ça permettra de switcher vers les altcoins au bon moment et éviter de se faire piéger à rester soit trop positionné sur Bitcoin et Ether, soit avoir que son portefeuille en altcoin et du coup sous-performer le marché puisque tous les retracements, on les vit beaucoup plus fort et on n'a pas de Bitcoin et Ether pour contrebalancer cette volatilité. Donc voilà un petit peu pour cette réflexion qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir sur les réseaux, puisque la plupart des gens incitent plutôt à avoir des portefeuilles uniquement composés d'altcoins, voire de low cap. Mais je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut quand même détenir un minimum de Bitcoin et d'Ether, ne serait-ce que pour profiter de la performance qu'ils peuvent nous donner. Il y a une autre possibilité également dont j'ai pas parlé, c'est celle tout simplement d'utiliser un tout petit effet de levier, un effet de levier 2, un effet de levier 3, et de chercher tout simplement à performer sur Bitcoin et Ethereum. Donc par exemple, prendre une position sur Ether à 3000 $ avec un effet de levier x2, donc un stop, une invalidation à 1005, et un objectif de profit à 4005, 5000, 6000, ce qui vous permet avec l'effet de levier x2 de multiplier par 2 votre performance, ce qui peut du coup être relativement intéressant et en plus vous permettre de surperformer le marché et surperformer certains altcoins qui pendant cette période-là, avec une Bitcoin dominance ultra élevée, ne donneront peut-être pas autant que ce que pourrait vous donner Ether ou Bitcoin avec un faible effet de levier. Donc voilà pour les différentes pistes. On a fait le tour sur ce que je voulais voir dans cette vidéo pour vous partager cette réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me donner votre avis, on peut en débattre et en échanger dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner également à la chaîne YouTube. Je crois que j'ai fini, j'ai fait le tour, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.